Bonjour, j'espère que tu vas super bien. Ici Cécile. De mon côté, tout va très bien et je suis ravie de te retrouver aujourd'hui pour te parler de mon voyage à Cuba. Comme tu le sais peut-être, si tu as vu certaines de mes vidéos précédentes, donc nous sommes partis au moment de Noël, 2 semaines à Cuba en famille. Donc mon mari, moi et nos 3 enfants qui ont 6 ans, 3 ans et un petit peu plus d'1 an. Ça a été un voyage extraordinaire, un voyage très très fort pour nous en tant que famille. Et je m'attendais pas forcément à ce que ce soit aussi remuant et aussi extraordinaire. J'avais envie de t'en parler, je t'en ai touché quelques mots dans différentes vidéos, hein, notamment sur le sujet des réseaux sociaux. Je te mettrai le lien de cette vidéo-là dans la description d'ailleurs. Mais j'ai quand même du mal globalement à mettre des mots sur cette expérience et à en faire une vidéo globale, si tu veux, une sorte de récapitulatif. Donc, dans ma newsletter du mois de février, j'ai écrit un article sur les 7 choses que j'ai apprises principalement à Cuba. Alors il y en a d'autres évidemment, hein, mais j'ai sélectionné ces 7-là. Et je me suis dit que ce serait intéressant de les partager aussi dans le cadre d'une vidéo avec toi pour te raconter un petit peu mon ressenti sur ce voyage, sur ce pays. Alors j'ai du mal à tourner cette vidéo parce que évidemment je sais que ça va être très maladroit. J'ai du mal à faire un bilan comme ça sur un pays que j'ai visité parce que j'en ai quand même un aperçu très limité. Je suis restée 2 semaines là-bas. Je suis allée dans 3 villes principalement. J'ai rencontré des gens, mais si tu veux, uniquement les gens qui voulaient bien discuter avec nous. Et donc je sais que ce que je vais dire va être maladroit, va être incomplet. Et en plus avec le filtre de moi, tu vois, française privilégiée qui habite en région parisienne et qui suis allée passer 2 semaines en vacances à Cuba, tu vois, même si c'était chez l'habitant, etc., etc. Tu vois, il y a quand même un décalage qui fait que c'est difficile pour moi de tourner cette vidéo. Et en même temps, moi, j'aurais bien aimé voir cette vidéo-là, tu vois, si quelqu'un d'autre avait vécu l'expérience. Et donc, c'est pour ça que je la partage avec toi, tout en sachant que ce sera maladroit et que ce sera, voilà, avec un filtre qui est le mien, etc. Donc, sans plus de blabla, parce que mon intro est déjà très longue. Donc, la première chose que j'ai vraiment retenue de ce voyage, c'est remettre l'amour et la connexion au centre de tout et au centre de nos vies. Alors c'est un peu vague, c'est facile à dire, je te l'accorde. Mais voilà, c'est vrai que nous, en France, on a des vies assez remplies, on travaille tous les deux, on a 3 enfants petits, on a un rythme de vie qui est assez rapide. Et même si on se voit, alors déjà avec mon mari, il y a des jours parfois on se voit pas parce que moi je peux rentrer de cours assez tard le soir et lui peut rentrer du bureau assez tard un autre soir, et ce qui fait que parfois on se croise plus qu'on ne se voit. On voit nos enfants, mais tu vois, toujours dans un contexte où il faut se dépêcher d'aller à l'école. Enfin, tu vois, il y a toujours un peu cette notion du temps qui est pas suffisant et du fait qu'il faut être productif finalement dans ce qu'on fait, à part des demi-journées de temps en temps le week-end. Mais c'est vrai que là, on a pu remettre pendant ces 2 semaines-là juste l'amour et la connexion au centre de notre vie. Et c'est-à-dire pas du tout se préoccuper d'être productif, ne pas se presser et juste redécouvrir un mode de vie assez lent et sans aucune attente. Alors tu vas me dire, ça c'est pas propre à Cuba, j'aurais pu l'apprendre et l'expérimenter à nouveau n'importe où. Oui, tout à fait. Et je suis d'accord avec toi. Sauf que là, donc à Cuba, on n'avait pas internet et pas de téléphone. Donc ça, déjà, je trouve que ça aide énormément parce que je trouve que c'est internet, les réseaux sociaux, le téléphone, tout ça, je trouve que parfois ça nous pousse à chercher de la productivité, même dans nos moments purement privés, purement personnels, parce qu'on a envie de partager tel ou tel truc, ou alors parce que simplement on va avoir des minutes de notre temps personnel qui vont être consommées et voire consumées par nos activités sur Internet. Donc le fait de ne pas en avoir fait qu'on est obligé d'être complètement centré sur l'instant présent et donc sur nous, la famille, les enfants. Et c'est tout simple, mais ça m'a fait beaucoup de bien et ça m'a donné envie, ça m'a redonné envie de le développer beaucoup plus dans notre quotidien. Hein, même si on n'est plus à Cuba aujourd'hui évidemment. Mais tu vois, simplement être ensemble, se promener, découvrir, marcher tous dans la même direction, c'est juste, c'est ça la vie en fait, hein, tout simplement. C'est ça ce qui est important pour moi dans la vie. Et le reste, c'est assez accessoire en réalité. Je ne suis pas en train de scroller les réseaux sociaux, mais l'article que j'ai écrit sur le sujet. Ensuite, le deuxième point, et qui lui est un peu plus difficile à amener et qui sera sans doute très maladroit, c'est le fait que la consommation n'a rien à faire au centre de nos vies. Alors là, évidemment, c'était un clash culturel très fort.
puisque à Cuba, donc il n'y a pas de magasins partout comme chez nous. Il y a très peu de produits de grande consommation. Alors, c'est pas par choix dans leur cas, il y a un embargo là-bas qui est toujours en cours, même si l'embargo s'ouvre un petit peu plus au fur et à mesure. Mais globalement, il y a très peu de produits, très peu de magasins et les gens manquent de tout. Alors nous, en tant que touristes, on a quand même ce dont on a besoin. On a eu du mal à trouver certains produits parfois, comme du pain au début ou des produits vraiment de base. Mais globalement, en tant que touristes, on est très privilégiés, on a tout ce qu'il nous faut. Les gens là-bas, ils manquent vraiment de certains aliments par moment, de certains produits de la vie courante. Donc la vie est compliquée. Mais simplement, nous, on peut quand même en tirer quelque chose qui est que la consommation... Il y a un bruit bizarre dehors. Je ne sais pas si tu l'entends. Bref, je continue. La consommation n'a rien à faire au centre de nos vies. Et eux, au-delà du manque qu'ils doivent très certainement ressentir au quotidien, ils arrivent à cultiver la joie, à cultiver les relations avec les autres. Voilà, il y a beaucoup de musique, beaucoup de danse là-bas, comme tu le sais peut-être. Enfin, en tout cas, ça fait partie de leur culture. Mais le centre de la vie, le centre du quotidien, ça n'est pas du tout la consommation. Acheter un produit, c'est vraiment une nécessité qui vient satisfaire un besoin, mais ce n'est pas le centre de la vie, je me répète un peu, mais tu vois, ça n'est pas une distraction, c'est pas un truc qu'on va faire comme ça le samedi après-midi, comme certaines personnes font chez nous, du shopping le week-end, pour s'occuper, ou parce que c'est sympa, ou parce que, pourquoi pas, après tout, pourquoi ne pas acheter une 17e robe, si tu veux. Là-bas, non, la consommation n'est pas du tout au centre de la vie. Et ça... Pour quelqu'un comme moi qui est beaucoup trop consommé à une époque de ma vie, qui a une démarche aujourd'hui plutôt de consommation consciente et responsable, voire une démarche minimaliste, bah c'est très précieux de le voir qu'en réalité, oui, ça a du sens de ne pas mettre la consommation au centre de la vie, et que, un petit lapsus donc, mais oui, de ne pas mettre la consommation au centre de la vie parce que, bah, là, en réalité, voilà, le centre de la vie, c'est les relations à autrui, c'est la joie, c'est l'amour, c'est plein d'autres trucs, mais c'est pas ça, quoi, en fait, c'est juste pas ça. Ensuite, un élément très important que j'en ai retenu, c'est les relations à l'autre et l'hospitalité. Il y a une culture d'hospitalité qui est très forte à Cuba. Nous, on a toujours séjourné chez l'habitant et c'était toujours des expériences extraordinaires. Enfin, on a vraiment adoré ça. Et c'est vrai qu'avant de partir, moi, c'est un peu un doute que j'avais. Je me demandais si être chez l'habitant n'allait pas être difficile pour nous, car on aime bien avoir notre intimité. Et puis, en plus, on est avec des enfants, donc on a un rythme particulier. Mais ça a été très fluide et très facile là-bas. Donc déjà, ils ont l'habitude, ils ont vraiment cette culture du fait de recevoir autrui. Et puis les relations sont simples, alors évidemment, nous, c'était quand même des relations où on échangeait un service contre de l'argent, puisque les gens nous logeaient et nous cuisinaient des repas, et nous, on payait en échange de ça. Mais bon, dans d'autres pays, malgré cet échange d'argent, les relations auraient été sans doute différentes. On séjourne quand même régulièrement chez l'habitant, sinon on loue des appartements, mais c'est vrai que là, on a trouvé beaucoup de chaleur humaine dans les relations, et vraiment une culture de l'ouverture à l'autre et de l'hospitalité très forte. On a des hôtes qui nous ont présenté leur enfant, comme ça, juste pour discuter, pour faire connaissance, ou parce que ça leur faisait plaisir et que ça nous faisait plaisir aussi. On a eu des conversations sur des sujets assez personnels, ils nous ont raconté des morceaux de leur vie, et le fait de se connecter à l'autre, qui même quand on est d'une culture différente, c'était vraiment des moments super forts pour nous. Et ça nous a rappelé que nous, parfois en France, il y a, tu sais, toujours une barrière avec les autres, on ne se connecte pas vraiment, on garde une distance beaucoup plus grande, même des gens qu'on voit plus souvent finalement. Alors que la richesse de nos vies, elle est vraiment dans la relation qu'on va construire avec les autres et de ce qu'on va apprendre d'autrui. C'est comme ça qu'on va grandir, qu'on va connaître des moments forts, etc. Les moments forts qu'on a, ils sont rarement tout seuls, tu vois. Alors si, on a des moments forts seuls dans la méditation ou dans la connexion avec la nature, etc. Mais la plupart de nos moments forts, ils sont dans la relation à l'autre. Et ça, c'était important pour moi de le réapprendre d'une certaine manière. Bon, après, j'ai écrit un petit pavé sur simplement se rendre compte de notre chance. Alors, j'y travaille beaucoup en France aussi. J'ai des pratiques liées à la gratitude pour justement me rappeler à quel point je suis chanceuse globalement, parce que je crois que j'en ai conscience globalement.
En côtoyant des gens qui ont beaucoup plus de difficultés de base, des difficultés matérielles dans leur vie, qui ont plus de pauvreté matérielle, si tu veux, ben on se rend compte à quel point on a de la chance. La majorité d'entre nous, ici, on a nos besoins de base qui sont comblés. La majorité d'entre nous, on a un toit, on a de quoi manger, on a de quoi s'habiller, on a de quoi se chauffer. Mais là-bas, ce n'est pas forcément le cas de tous. Il y a beaucoup de gens qui souffrent de pauvreté. Alors, il y a quand même un accès à l'éducation et à la santé encore à Cuba, mais il y a un vrai gap entre nous, notre niveau de vie et le leur. Et c'est important, nous, d'avoir cette gratitude-là et de nous rappeler que nous, nos besoins de base sont assurés pour la plupart d'entre nous et que parfois on va se faire des nœuds au cerveau pour des trucs qui ne sont pas vitaux. Et donc est-ce qu'on peut juste se rappeler que déjà c'est un luxe en fait de se faire des nœuds au cerveau pour ces problèmes-là. Et voilà, juste, on a de la chance en fait, je trouve. Ensuite, j'ai retenu quelque chose sur le fait de percevoir la beauté. Donc il y a énormément de beauté à Cuba, les paysages sont magnifiques, il y a une architecture magnifique, il y a des couleurs magnifiques. Et en même temps, cette beauté est assez rude parce qu'elle côtoie des choses beaucoup plus dures. Tu vois, par exemple, à La Havane, il y a des bâtiments magnifiques, mais complètement en ruine. Ou alors, tu as des bâtiments magnifiques et pas en ruine, mais qui côtoient des ruines. Il y a beaucoup de déchets par terre, c'est très sale, les rues sont vraiment abîmées et quand tu lèves les yeux, tu vois toute cette beauté aussi en parallèle. Et du coup, ça me rappelle qu'il y a de la beauté partout et que oui, le monde est difficile et rude, mais il faut savoir percevoir la beauté aussi parce que sinon, on est malheureux et on devient fou. Et on n'est pas là que pour percevoir ce qui est difficile et ce qui est laid ou ce qui est abîmé, mais aussi pour percevoir ce qui est beau. Et je crois que partout où on va, dans toute situation, on peut trouver de la beauté, ou presque, évidemment, dans presque toute situation, je peux dire. Mais, je devrais dire. Mais voilà, je crois qu'il faut qu'on fasse cet effort au quotidien de voir ce qui est beau. Ça rejoint un peu cette idée de gratitude et de chance qu'on a, mais tu vois, moi je sais qu'il y a eu des époques dans ma vie, des moments qui étaient beaucoup plus difficiles et où je voyais pas forcément la beauté dans le quotidien. Je voyais pas la beauté de l'architecture ou du ciel ou de la nature. Et j'étais très focalisée sur ce qui n'allait pas dans ma vie ou ce qui n'allait pas autour de moi. Et évidemment, il y a toujours des choses difficiles dans notre vie, mais en parallèle de ça, est-ce qu'on peut juste chercher dans notre quotidien ce qu'il y a de beau? Ça peut être une plante, ça peut être un arbre, ça peut être un nuage, ça peut être un morceau de ciel, ça peut être une matière, ça peut être un vêtement, une boisson, ça peut être n'importe quoi, mais je crois que le fait de percevoir la beauté et de mettre l'accent dessus, en tout cas moi ça me paraît essentiel pour être bien dans nos vies et pour se rendre compte aussi du fait qu'on a un devoir de protéger le monde et de prendre soin de ce qu'il y a autour de nous et qui est beau. Alors ensuite, un point que j'ai trouvé assez difficile, mais qui est le fait qu'on peut tout à fait être dans une situation de privation et en même temps souffrir des conséquences de la société de consommation. Donc plus concrètement, en réalité, donc comme je te disais juste avant, à Cuba, il y a très peu de produits de grande consommation, il y a très peu de magasins, très peu de produits emballés de façon générale, juste parce qu'il y a cet embargo qui fait qu'il y a très peu de produits importés. Et pourtant, quand tu vas dans des villes, tu peux avoir des rues jonchées d'ordures, jonchées d'emballages. Et ça, c'est un décalage qui est très étonnant. Qui est très étonnant parce que comment est-ce qu'il peut y avoir aussi peu de produits emballés et autant d'emballages par terre? Donc, je n'ai pas la réponse à cette question. Mais déjà, c'est assez désolant de s'apercevoir qu'il y a autant de déchets et de détritus, même dans des endroits où il y a peu de produits de grande consommation. Parce que tu vois, alors nous, au quotidien en France, par choix, on n'achète pas de produits emballés. On a accès à ça, mais nous, on n'en achète pas, à quelques exceptions près, pour réduire nos déchets. Bon, là-bas, ils n'ont pas le choix, ils n'ont juste pas accès à ces produits emballés, et pourtant, ils ont quand même plein de déchets. Enfin, si tu veux, cette asymétrie, elle est pas juste. C'est vraiment désolant de s'apercevoir de ça, et moi, ça me fait vraiment mal au cœur. Et alors déjà, il y a une chose, c'est qu'il n'y a pas de poubelle là-bas. Chaque petit endroit qui peut servir de poubelle, je sais pas,
une statue avec un trou à l'intérieur, comme on en a vu, hein, ou un pavé décollé, ou... Enfin, tu vois, tout endroit qui va pouvoir servir de poubelle va être converti en poubelle. Et j'imagine que du coup, ça fait que chaque papier, chaque produit emballé, et ben, enfin pour chaque produit emballé plutôt, l'emballage finit par terre ou dans ces poubelles de fortune. Voilà, et puis après, j'imagine que les touristes ont aussi sans doute une grande part de responsabilité, puisque sans doute que la plupart des touristes achètent des produits emballés quand ils en trouvent, hein, parce que tu en trouves quelques-uns, mais c'est hyper cher en fait, donc j'imagine que la plupart des gens sur place ne peuvent pas forcément les acheter. En revanche, les touristes, eux qui ont de l'argent, peuvent en acheter. Et puis après, jettent peut-être les emballages par terre. Et ça, c'est vraiment désolant. Enfin, ça te montre à quel point les inconvénients de la société de consommation vont gangréner des endroits qui n'ont même pas accès aux avantages de la société de consommation. Donc voilà, ça me désole, ça me révolte aussi, et je ne sais pas ce qu'on peut faire par rapport à ça. Je crois que déjà, nous qui avons tout, on se doit d'avoir un comportement exemplaire là-dessus et de faire particulièrement attention, parce que, je veux dire, nous on a tout, et en plus, on va pourrir la planète. Donc déjà, on ne peut pas attendre des gens qui n'ont pas grand-chose d'avoir un comportement, enfin pas un comportement, mais d'avoir des pratiques plus responsables que nous, parce que déjà, eux, ils ont peu de choses, donc enfin voilà, il y a une asymétrie de base. Et ensuite, est-ce que nous, on peut faire plus attention quand on va dans ces endroits-là pour ne pas polluer encore plus, s'il vous plaît? Est-ce qu'on peut faire attention? Bref. Et donc finalement, on a énormément de choses, encore énormément à apprendre, et énormément de progrès à faire en tant qu'humanité. Et je suis repartie avec cette idée-là de Cuba. C'est-à-dire que là-bas, il y a 140 ans, il y avait l'esclavage. Et ça, c'est très très présent encore. Hein, parce que tu vois encore des dispositifs qui cherchaient à contraindre les esclaves. Donc ça s'appelle des chaînes et des carcans. Je ne connaissais pas le terme parce que voilà, je n'ai pas cette culture-là. Mais tu t'en vois encore beaucoup, tu vois, dans les maisons historiques, les musées, etc. Tu as encore des tours de surveillance des esclaves, hein, qui servaient vraiment à surveiller littéralement les esclaves dans les champs de canne à sucre. Donc tu vois tout ça, bon ça n'existe pas, ça n'existe plus aujourd'hui, mais il y a beaucoup de pauvreté, il y a l'embargo, il y a le manque pour certains produits, il y a une vie quotidienne qui est quand même difficile aujourd'hui. Et ça, c'est la réalité du monde aujourd'hui. Et encore, il y a plein d'endroits où c'est encore pire. Il y a plein d'endroits où c'est encore pire qu'à Cuba, hein, en réalité. Et nous, on ne le voit pas forcément dans notre quotidien. Mais voilà, je dis pas ça de façon négative ou pour finir sur une note déprimante, c'est pas du tout l'idée. L'idée, c'est juste de se rendre compte que d'une part, on a de la chance, que d'autre part, on a énormément de chemin à parcourir, et que du coup, chaque petite action qu'on fera au quotidien et qui ira dans le bon sens, et on se doit de la faire. Et parfois, c'est un micro-inconfort pour nous, hein, tu vois, parfois, ne pas acheter un produit parce qu'il est emballé, et ça nous ferait plaisir de l'acheter, mais on n'en a pas besoin. Mais ça fera une ordure de moins, donc peut-être qu'on ne va pas l'acheter. Et c'est un petit inconfort, mais franchement, c'est rien comparé au fait que voilà, dans certains pays, ils n'ont pas de farine pour faire du pain, et ils galèrent pour trouver de l'eau potable. Enfin bon, si tu veux, notre produit emballé, c'est pas très grave si on l'achète pas. Et oui, parfois, il faut faire quelques pas de plus pour trouver une poubelle et pas jeter son déchet dans la rue. Donc oui, s'il vous plaît, est-ce qu'on peut le faire? Enfin voilà, il y a plein de petites choses comme ça qui sont des légers inconforts pour nous et qui sont rien comparés à ce que des gens doivent vivre pour juste avoir une vie décente. Donc faisons ces petits efforts et intégrons ces petits inconforts dans notre vie pour progresser, et parce que chaque petit effort que nous on fait, mis bout à bout, ça fait des efforts beaucoup plus conséquents pour l'humanité. Voilà, bref, je me suis peut-être un petit peu emballée. C'est une vidéo un peu différente par rapport à ce que je te présente d'habitude. Mais c'est vraiment ce que j'ai retenu de Cuba. Et du coup, j'avais envie de le partager avec toi parce que j'ai cette chance énorme d'avoir fait ce voyage-là. Et j'en ai bien conscience. Et que moi, j'aime, tu vois, m'abreuver de l'expérience des autres quand ils voyagent ou quand ils apprennent des choses. Donc, je rends...
Je le rends comme je peux en partageant avec toi ce que moi j'ai appris. Peut-être que ça pourra te faire voyager un tout petit peu. Peut-être que ça pourra te donner de l'inspiration pour ta démarche au quotidien. En tout cas, moi je te remercie infiniment d'avoir passé ce moment avec moi. C'était un petit peu long et si tu es toujours là, je te remercie infiniment. Tu peux évidemment commenter, me faire part de toi, tes expériences de voyage ou tes expériences de vie, et puis en faire part du coup aux autres personnes qui vont regarder la vidéo et lire tes commentaires. Si tu es nouveau sur la chaîne, je te souhaite la bienvenue, je t'invite à t'abonner, ça me fait toujours grand plaisir également. Et puis tu peux liker la vidéo aussi, tu peux la partager si tu connais des gens que ça peut intéresser. Et moi, je te dis merci encore. J'en profite pour te rappeler que j'ai une deuxième chaîne avec des vidéos plutôt consacrées au yoga et au coaching. Alors pour le moment, il y a surtout beaucoup de yoga, mais les vidéos de coaching vont arriver. Mais c'est vrai que je fais les choses à mon rythme. Voilà, donc n'hésite pas à aller la voir, je te mets le lien dans la description de celle-ci. Et j'ai mis une vidéo de yoga de 15 minutes axée sur le dos et la sangle abdominale il n'y a pas très longtemps, donc tu peux y aller. N'hésite pas à aller visionner la vidéo et tester cette pratique et peut-être t'abonner à cette chaîne-là si ces sujets t'intéressent aussi. Je te souhaite une très très belle journée, prends grand soin de toi, prends soin des autres autour de toi et moi je te dis à très vite et je t'embrasse.